Alors, donc, on va gérer ces trois cas de figure. Bon. Je suis mal barré. Alors, P égale à 0, décroissance rapide de F. Alors là, l'équation est relativement simple, à gérer. Et je vais vous donner juste un exemple. Donc, pour P égale à 0, je vais prendre G égale à 0, ça ne change absolument rien. Égale à F, de façon à construire explicitement une solution. H bar de P, de toute façon, on a dans ce cas-là H bar de P qui est égal à 0. La solution, pardonnez-moi, c'est le problème consiste à résoudre gradient V égale G plus F. Je suis en train je pense, de dire une bêtise avec le G. Je vais prendre quand même, pardonnez-moi, G égale à 0. Parce que j'ai tout à coup un trouble sur il existe une solution. Ça, c'est en tout cas si G est égal à 0. Si G est différent de 0, il faut faire un tout petit peu attention. Parce que sinon, on va charger tous ces points. Si on les arrête, non, c'est... En fait, pardonnez-moi, je suis désolé, je pensais toujours à G égale à 0. Donc, il n'y a que deux résultats. Un I et deux I. Pardonnez-moi, je corrige ce que j'ai dit. C'est simplement pour G égale à 0 que l'on peut faire des choses un peu meilleures. Donc, je vais expliquer ce qui se passe dans ce cas très particulier où G est égal à 0. Et je vais vous montrer la solution explicitement en dimension 1 pour qu'on voit bien ce qu'il se passe. Oui, alors, en dimension 1, la solution est une solution. Il n'y a absolument pas une nécessité des V. Hein. Quand je vous ai donné, ça j'aurais dû le dire auparavant, c'est déjà vrai dans le cadre elliptique. Le H bar, j'ai bien insisté sur le fait que le H bar était unique, les V ne le sont pas. Et même pas à une constante près. Bon, si vous voulez trouver une solution, vous écrivez que V de x pour x positif. Vous choisissez 0 là-dedans si vous en avez envie. Pour moi, ça montre bien qu'il y a énormément de solutions possibles. Et qui va être l'intégrale de x à l'infini de f de y dy. Et v de x qui est égal à l'intégrale de moins l'infini à x de f de y dy. Plus une constante, de façon à ce que vous vous retrouviez comme il faut en 0. Hein, pour que les choses se recollent en 0. Donc f est positif. Hein. Donc c'est un profil comme ceci que vous obtenez. Constante pour avoir la continuité en 0. En ce qui concerne la non-existence,
si f est strictement positif partout, lorsqu'on est dans la zone où l'Hamiltonien effectif est nul, je vais vous convaincre de ceci pas de solution, en général, hein, c'est toujours des exemples. Eh bien, ce que l'on va simplement faire, c'est de regarder l'équation en dimension 1, ça suffira. On va regarder V', je vais prendre P égale à 0. J'ai un G qui est périodique, plus un F qui est strictement positif. OK. Et G est positif ou nul. Donc, ce que vous voyez, c'est que tout ceci est strictement positif. Et donc là, il y a un fait général pour les solutions de viscosité, et je vais essayer de l'expliquer avec les mains, c'est que lorsque vous avez un coin comme ceci, c'est OK. Mais un coin comme celui-là n'est pas OK. Ça, c'est interdit. On l'a vu tout à l'heure, c'est comme ça qu'on perdait la bonne solution. Et ça, c'est comme ça qu'on construit la solution. Or, comme la valeur absolue de V' est strictement positive, parce que c'est une solution C1 par morceau, qu'est-ce qui peut se passer? Si vous avez un changement de signe de V', puisque vous prescrivez la valeur absolue, vous n'avez pas droit de passer de négatif à positif. OK? Vous ne pouvez passer que de positif à négatif. Et ensuite, vous ne pouvez pas revenir à positif. Donc, ce que cela veut dire, c'est qu'il y a au plus un seul changement de signe de V'. Au plus, un changement de signe de V'. Et il est de ce style-là. Donc, soit il n'y en a pas, soit il y en a au plus 1. Et donc, ça veut dire que dans tous les cas de figure, si x est supérieur à un certain x0, V' est de signe constant. C'est-à-dire que plus ou moins, plus V' ou moins V' est exactement égal à G plus F. J'ai des minimums de G, mais je vais quand même supposer que G est non trivial, parce que sinon, on est dans le cas précédent, on a toujours des solutions. Donc, on est d'accord avec ça. Et maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que plus ou moins V de x moins V de x0 est égal à l'intégrale de x0 à x de G plus F. J'intègre. Bon. Après, maintenant, comment ça se comporte? Si f décroît rapidement, cette intégrale elle est bornée quand x tend vers l'infini. Mais là, j'ai une fonction périodique positive de moyenne strictement positive. Et vous êtes en train de sommer à travers toutes les périodes. Ça croît linéairement. Lorsque vous traversez, vous couvrez une fois la période, ça augmente de la moyenne. 2 fois la période, ça augmente de 2 fois la moyenne, etc., etc. Et donc, si vous êtes au niveau de x, c'est grosso modo x divisé par la période multiplié par la moyenne, l'ordre de grandeur. Donc ça croît linéairement, ça ne peut pas être sous-linéaire, croît linéairement à l'infini. Donc il n'y a pas de solution sous-linéaire. Alors là, j'ai fait cette construction dans le cas très simple où on a P égale à 0. Bien sûr, le même argument fonctionne lorsque vous avez un P.
lorsque vous avez un P, oui. Donc c'est cette partie-là qui est expliquée, parce que c'est exactement la même chose. À nouveau, vous ne pouvez avoir qu'un changement de signe de P plus V', et puis après, vous faites l'analyse de cet équadif, et vous apercevez rapidement que vous aurez deux termes qui croissent linéairement, un qui est Px et l'autre qui est ceci. Mais on est typiquement dans la situation en dimension 1 lorsqu'on a cette annulation, où la valeur absolue de P est strictement plus petite que la moyenne. Donc c'est la moyenne qui fait la croissance linéaire. Donc le cas limite, c'est P égale à 0. Vous voyez bien que là, c'est la moyenne qui donne un comportement linéaire. Donc ça, c'est quand même une modification assez frappante. Vous voyez à quel point les types même de résultats, je n'ai pas encore parlé des résultats positifs, les types même de résultats n'ont plus rien à voir avec ce que l'on avait dans les équations elliptiques, où il était délicat d'exhiber des solutions, parce qu'il faut manipuler l'espace tout entier. On n'a pas de résultats permettant de faire ça très facilement. Là, c'est d'une certaine manière beaucoup moins technique mathématiquement, mais la structure est complètement différente. On perd les équations, les correcteurs deviennent rares. C'est parce qu'effectivement, dans les équations d'Hamilton-Jacobi vues avec les solutions de viscosité, il y a un mix entre des propriétés elliptiques dégénérées du type principe du maximum et puis des propriétés de type propagation légèrement hyperbolique. Alors, sur cette parenthèse blablateuse étant faite, je conclue rapidement en expliquant comment on peut construire des solutions. Alors, la démonstration est un peu compliquée, mais l'existence de solutions il y a derrière les équations d'Hamilton-Jacobi des interprétations en termes de contrôle optimal, calcul des variations, en termes de trajectoire, trouver le trajet le plus court. Principe de Fermat, si vous voulez, trouver le trajet le plus court. Les trajets les plus courts, lorsque l'on regarde la solution du problème périodique, donc je vais baptiser V périodique la solution de P plus égale, donc là, c'est en l'occurrence, il n'y a plus que le G. Bien, ce sont les trajectoires optimales sont associées à cette équation différentielle ordinaire que j'écris de manière très imprécise. Pourquoi je l'écris de manière très imprécise? Parce que V n'est pas C1. Bon, alors, ce n'est pas très grave. Il y a des trajectoires optimales généralisées. C'est du calcul de variation. On sait trouver un xi qui soit lipschitzian, tel que xi point soit plus petit, inférieur ou égal à 1, et tel que l'on ait la bonne propriété de fonction de Liouville que je vais indiquer dans un instant. Parce qu'en effet, lorsque vous regardez d sur dt de p xi plus v périodique xi, c'est un flot de gradient changé de temps. Donc, si vous regardez, puis je vais mettre un moins devant pour que ça soit plus joli, et à nouveau, ce n'est pas surprenant, hein, tout ça, c'est la vieille théorie d'équation d'Hamilton-Jacobi. Hein. Donc, et puis là encore, vous voyez les ondes planes. Enfin bon. Donc, lorsque vous faites évidemment ce calcul-là, que trouvez-vous? Bien, vous trouvez exactement P plus gradient V périodique. C'est vraiment l'équation éconale hein, avec l'indice. Il ne faut pas se faire du souci avec le P.
penser que la solution complète de l'équation d'Hamilton-Jacobi, c'est Px plus V périodique de x. Bien. Et donc ça, c'est égal à G plus H bar. Donc ceci est complètement heuristique, puisqu'on n'a pas la régularité pour faire ça. En revanche, ce que l'on peut, c'est construire une trajectoire xi telle que xi point soit en norme partout inférieure ou égale à 1, telle qu'à un sens intégral, le long de cette trajectoire, on ait cette égalité avec ceci. Vous le construisez, par exemple, assez facilement par le principe d'optimalité de la programmation dynamique. Enfin, c'est par petits bouts de trajectoire, hein, je dirais, à l'italienne. Donc à l'italienne, c'est un clin d'œil à des techniques de construction par minimisation successive qui doivent remonter à des Giorgi et toute son école. Et là, on va comprendre ce qui se passe assez bien. Donc, après, le principe, je vous explique le principe, c'est qu'on a le support. Je vais fixer les idées, même si dans un cas, on est inclus dans une boule de rayon R0. On va prendre un R beaucoup plus grand que R0, résoudre, donc là, hein, c'est toutes les perturbations sont contenues là-dedans. On prend une immense boule et on résout dans la grande boule, on résout l'équation P plus gradient UR ou VR est égal, et puis on vous mettez tout ce qu'il faut, c'est-à-dire G plus H bar plus F dans la boule de rayon R avec VR sur le bord de la boule qui est égal à la solution périodique. Donc VR égale V périodique. Et l'objectif, c'est de démontrer que VR moins V périodique, VR est toujours, pardonnez-moi, par le principe du maximum, comme H est positif ou nul et que V périodique est en dessous, si je prends la solution dite maximale de ce problème-là, eh bien, je vais savoir que V périodique est toujours inférieur ou égal à VR. Et donc, la question est de savoir si VR peut être majoré par V périodique plus une constante. Et ça, je ne peux pas le faire par le dp. Il n'y a rien dans le dp qui me permette de sortir cette constante. On a bien vu que ça ne peut pas être simplement un effet simple de l'EDP. Alors, commençons par le cas simple. Où H bar de P est strictement positif, c'est-à-dire il y a propagation. S'il y a propagation, regardez ce que vous avez ici dans le D sur dt. Il est supérieur, G est positif ou nul, et H bar est strictement positif. Donc il est supérieur à nu strictement positif. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ceci croît linéairement en temps. Et V périodique est borné. Donc, ça veut dire que P scalaire xi décroît en temps quasiment linéairement à des constantes près. Et donc, si P est orienté comme ceci, ça veut dire que la trajectoire, elle est en train de partir vers la gauche linéairement en temps. Et donc, pour un temps fixe qui est lié à R0, la trajectoire, on est sûr, le pire c'est que si elle va dans ce sens-là, le pire c'est de démarrer de ce côté-là. On est sûr que si t est supérieur à t0, la trajectoire xi de t n'est pas dans BR0,
pour t supérieur à t0. En d'autres termes, l'interaction entre cette trajectoire et la perturbation, c'est limité dans le temps. Bon, si elle n'est pas limitée dans le temps parce qu'on n'a pas quelque chose qui a un support compact, il faut mesurer. Mais vous voyez qu'on est en train de se déplacer comme si on était en train de partir sur une ligne droite à gauche. Hein. Et donc, si on a suffisamment de décroissance, eh bien, la contribution de f va être limitée. Pourquoi? C'est parce qu'on a une formule de contrôle optimal pour VR. Dans cette formule, on va prendre la trajectoire optimale de xi et mesurer quelle est l'erreur que l'on a commise qui est provoquée par f. Pour ça, il faut savoir combien de temps la trajectoire passe dans le support de f, et là, on est sûr que le temps qu'elle passe est fini. Donc voilà pourquoi on a que pour une trajectoire particulière, VR est inférieur à ce qu'on a pour une trajectoire particulière, et le coût associé, qui est un coût qui va de 0 à l'infini, eh bien, c'est la solution périodique, ça s'est fait exactement ce qu'il faut, et puis une partie qui est limitée dans le temps. Donc là, on traverse tout et il n'y a pas de souci. Ça, c'est le cas relativement simple et assez facile à comprendre. Alors, le deuxième cas de figure, c'est de regarder le fait que l'on ait un h bar égal à 0. Donc, on a toujours le même principe, mais on a maintenant un g qui s'annule. Et donc, écrivez ceci, dans le cas où h bar est égal à 0, je vous explique vraiment les idées de démonstration. Pensez à px plus v périodique de x, baptisez ça z, vous avez gradient z égale g plus f. Et dans ce cas-là, vous avez le z périodique. Hein, donc on est dans une situation où on a xi point égale moins gradient z périodique de xi sur... c'est en temps continu. La méthode de gradient, c'est descendre le long de la ligne de plus grande pente. C'est exactement ce que ça fait. Descendre sur la ligne de plus grande pente, bien vous savez ce que cela va faire. Cela va entraîner que effectivement le gradient va tendre vers 0. Donc je vais regarder la trajectoire optimale toujours périodique. Cela veut dire que g de xi de t va tendre vers 0 quand t tend vers l'infini. Et le fait que xi de t tende et les zéros de g sont des ensembles. Hein. G est une fonction périodique qui s'annule, mais qui n'est pas identiquement nulle. Donc les zéros de g, ce sont des ensembles qui se répètent périodiquement. Xi est une trajectoire continue. Elle est obligée de rester dans une composante connexe de 0. Et une composante connexe de 0, bah, c'est dans une cellule de périodicité. Donc la trajectoire reste compacte. Xi de t reste bornée. Donc ce n'est pas forcément la cellule de périodicité du point de départ, parce que ça peut bouger de quelques cellules, mais ça va, au bout d'un certain temps, se stabiliser dans une cellule de périodicité et se rapprocher du zéro là. Eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que si vous partez de très très loin, comme la solution optimale reste bornée, je vais dire par une boule de rayon K, et donc si vous prenez x qui est plus grand que R0 plus K, c'est assez imagé comme démonstration. Hein. Si vous prenez x qui est plus grand que R0 plus K,
eh bien, à ce moment-là, la trajectoire associée à la solution périodique ne voit pas la perturbation. Donc, vous voyez que le V bar R, le VR est inférieur au V périodique pour un tel X. Comme il est partout plus grand que le V périodique, en fait, il est égal au V périodique. La trajectoire optimale périodique reste optimale et on a, du fait que les trajectoires optimales restent bornées, on ne voit pas la perturbation suffisamment loin. Donc vous voyez que vous avez deux phénomènes complètement différents. C'est un phénomène où en fait on ne voit pas la perturbation si on est suffisamment loin, et puis un autre phénomène où on traverse complètement, et là, au bout d'un certain temps, on ne voit plus la perturbation. Mais on est bien obligé de regarder la différence entre la zone de piégeage et la zone de propagation. Bon, désolé, là, à nouveau, je vous avais prévenu la semaine dernière que tout ceci, si on veut le mettre en forme, c'est des heures et des heures de détails. J'essaie de vous donner, et en plus, il faut vraiment avoir l'habitude, c'est des équations d'Hamilton-Jacobi, la théorie du contrôle optimal, mais j'essaie de vous donner l'intuition de la raison pour laquelle de telles solutions existent. Donc, vous voyez que c'est un argument qui n'est pas strictement un argument d'équation dérivée partielle, mais qui, bien sûr, repose sur l'interprétation et la connaissance que l'on a des solutions des équations d'Hamilton-Jacobi. La conclusion de tout ça, c'est que, d'une part, dès qu'on est dans une situation du style Hamilton-Jacobi, la limite quand epsilon tend vers 0 peut déjà être changée d'ordre 1, radicalement, suivant des choses assez subtiles comme le signe de la perturbation. 2, que si on veut en savoir un peu plus sur la manière dont ça se passe par rapport à epsilon, ne serait-ce que parce que epsilon n'est pas forcément ultra petit, et que donc on veut savoir un tout petit peu plus comment la solution est construite, eh bien, il y a des soucis. C'est-à-dire qu'on peut avoir des profils asymptotiques dans les situations que j'ai indiquées, mais pas toujours. Quand il n'y a pas de profil, qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas trop. Il y a des profils approchés avec des corrections. Corrections probablement d'un autre ordre. Je ne sais pas si c'est des logarithmiques ou des trucs. Ça va dépendre en tout cas du comportement de f. Ce n'est pas simple. Voilà, donc je ne prétends pas que tout soit éclairé, mais ça montre bien à quel point c'est délicat. Ça montre bien aussi que si on doit bien s'attendre que le genre de questionnement, de rêve à haute voix que je mentionnais sur des propagations d'ondes et ce genre de comportement, ça risque d'être extrêmement délicat. Mais il y a certainement, probablement des choses à dire. Avec à nouveau, là, d'une certaine manière, ça c'est un régime haute fréquence. Basse fréquence, on ne voit pas l'équation d'onde. Ce ne sera pas intéressant. Ça sera le cas de longueur d'onde petites, mais qui sont du même ordre de grandeur c'est la haute fréquence, mais c'est une haute fréquence qui est du même ordre de grandeur que les singularités. Je crois que ça, c'est le régime vraiment intéressant à voir. Ce qu'on doit pouvoir atteindre par un changement de temps. Une autre manière pour oublier un peu les histoires de fréquences. Mais enfin bon, ça, à nouveau, c'est du rêve à haute voix. Alors donc, enfin peut-être. Quoi qu'il en soit, je commence à aborder le deuxième problème, qui est une variante de l'équation d'Hamilton-Jacobi. La semaine prochaine, je finirai ce cas-là et évoquerai ce qui se passe pour les équations complètement non linéaires. Donc cette variante va consister à dire, je vais prendre comme avant je vais mettre ici un gradient U epsilon. Je vais me permettre maintenant de mettre une puissance parce que quand je regardais des équations d'Hamilton-Jacobi, que j'ai écrit la longueur de gradient égale quelque chose, c'est aussi que la longueur du carré du gradient, c'est le carré du quelque chose. Donc de mettre une puissance quelconque, ça n'apporte rigoureusement rien pour les équations d'Hamilton-Jacobi.
Là, je vais me permettre de mettre des puissances. Je vais l'appeler, oui, M, parce que j'ai du P, parce que je vais rajouter un terme de diffusion, mais à nouveau, ce terme de diffusion, je vais le mettre à la bonne échelle. Donc, l'équation de départ, qui elle, va être maintenant mon G de x sur epsilon, plus un f de x sur epsilon, plus éventuellement un h de x, avec toujours exactement, donc maintenant, après Hamilton-Jacobi, ce sont les équations quasi-linéaires. Alors, donc, observez bien, c'est epsilon qui est là. Et c'est la seule échelle intéressante. C'est-à-dire que si vous mettez une puissance plus grande que 1 ici, c'est comme s'il n'y avait pas de diffusion. C'est ce qu'on comprendra. Et si vous mettez une échelle, une puissance qui est strictement plus petite que 1, c'est la diffusion qui va tout dominer, même si elle est ultra faible. Donc ça tue tout, c'est pas beaucoup d'intérêt, je vais déjà, on va exhiber cela. Alors dans le cas périodique, c'est-à-dire dans le cas où f égale à 0, ce que l'on sait, c'est que U epsilon converge uniformément vers un U bar qui résout H bar de gradient U bar plus U bar est égal à H. La limite est une équation d'Hamilton-Jacobi. C'est un mélange de comportements à haute fréquence avec une limite semi-classique. Hein. Donc ça aussi, ce genre de questionnement est assez raisonnable du point de vue physique. Epsilon étant h bar carré. Alors, pour cet exemple, maintenant, je ne cherche absolument pas à coller une réalité physique sur ce problème-là, c'est vraiment la suite dérouler ce programme pour bien comprendre l'interaction de perturbation et de l'équation. Suivant les équations, qu'est-ce qui se passe? Autant les deux cas précédents que l'on a vus, on peut certainement justifier de les regarder. Celui-là, c'est déjà tiré par les cheveux et ça sera encore pire pour celui de la semaine prochaine. Soyons honnêtes. H bar, comment on le trouve? Bien, on le trouve en résolvant le problème de la cellule, qui est moins Laplacien V plus P gradient V plus P plus gradient V puissance M est égal à G plus H bar. Donc, en fait, c'est toujours plus lambda. Et là, pour le coup, si vous normalisez V pour que l'intégrale, la moyenne de V soit égale à 0, pour le coup, grâce au Laplacien, il existe un unique couple V lambda, solution de cette équation périodique. Donc, V étant périodique. Donc, ça, c'est l'homogénéisation. Une fois que vous avez ceci, eh bien, vous prenez lambda égale h bar de P. Donc, c'est la même chose. Simplement, le changement d'échelle, ces échelles caractéristiques dans lesquelles je fais du epsilon V de x sur epsilon, comprenons-le bien. Lorsque vous injectez dans l'équation qui est ici epsilon V de x sur epsilon, vous voyez que le U epsilon, il y a du epsilon devant, il disparaît. Le gradient U epsilon puissance m, ça vous fait du gradient V puissance m. Et le epsilon laplacien U epsilon, ça vous fait un epsilon carré, mais le laplacien, vous dérivez deux fois. Il y a du x sur epsilon carré divisé par epsilon carré, il vous reste du laplacien V. Donc là, j'ai pris la situation où U bar était égal à 0. Donc vous voyez bien le scaling, pourquoi il faut du epsilon pour retrouver dans le problème effectif l'influence de la diffusion. OK, donc c'est simplement cette échelle particulière.
Bon, eh bien, à nouveau, on recommence. Première question. Si f est maintenant une perturbation à décroissance rapide, f tend vers 0 à l'infini, est-ce que la limite est la même? Deuxième question. Existe-t-il un profil? Bon. Bon, ben on va voir que, et bien entendu, s'il existe un profil, la limite est la même. Donc chaque fois que je démontre que la limite n'est pas la bonne, ce n'est pas la peine que je cherche des profils dans ce cas-là. Alors, est-ce que, première question que l'on peut se poser, la première observation que l'on peut se poser, c'est est-ce que la première remarque, c'est est-ce que la diffusion, comme elle est très faible, on peut se dire on est très proche d'une équation d'Hamilton-Jacobi. Est-ce que ça peut changer quelque chose sur le fait que la limite soit la bonne ou pas la bonne? Je vais en tout cas montrer par cette remarque qu'il y a un effet, parce que si vous oubliez l'équation d'Hamilton-Jacobi et que vous vous posez cette question toute simple, linéaire, avec un f qui tend vers 0 rapidement à l'infini, pensez f à support compact. Donc ça veut dire qu'en dehors de 0, ça tend très vite vers 0. Bah, si epsilon est égal à 0, le u epsilon, il ne tend pas vers 0, parce qu'en 0, il vaut f de 0. Okay. En revanche, il y a un epsilon laplacien. Donc si ici vous avez une puissance très grande, infini, ça voudrait dire que ceci est nul, u epsilon égale f de x sur epsilon ne converge pas uniformément vers 0. Ça tend vers 0 très vite, sauf près de 0, et en 0, ça reste égal à f de 0. Hein, c'est les exercices qu'on fait faire aux enfants sur les limites, enfin aux enfants. Ça va être maintenant en classe prépa, non? Je ne suis pas sûr que les limites... Bon, bref, passons. Donc, quoi qu'il en soit, je rajoute, si j'avais pas de Laplace, si j'avais une équation elliptique, évidemment, il y a convergence uniforme vers 0, je ne vois pas le f. Ça, c'est le phénomène de diffusion. Mais s'il y a une petite diffusion, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, là, u epsilon converge uniformément vers 0. Alors, donc, soit vous regardez la solution fondamentale de moins epsilon laplacien plus identité, c'est-à-dire que vous passez en dimension 3 pour avoir une solution explicite si vous ne voulez pas avoir des horreurs style fonction spéciale de Bessel et compagnie. Soit vous vous dites, bah, j'ai une représentation probabiliste, donc je mets un epsilon sur 2 parce que c'est plus joli. Ça évitera des racines de 2, ça ne change évidemment rien pour le problème. Et vous écrivez que u epsilon de x est égal à l'espérance de l'intégrale de 0 à l'infini de f de x plus racine de epsilon fois le mouvement brownien divisé par epsilon et puissance moins t dt. Et vous comprenez pourquoi maintenant ça marche. On sent bien que c'est quand même 0 qui est critique. Donc, ça ne change rien avec un x, mais pensez 0, c'est encore plus simple. Vous avez racine de epsilon sur epsilon, et ce que vous voyez qu'il vous reste un 1 sur racine de epsilon. Le scaling de diffusion est différent. Bon, et ça, après, c'est un exercice. Hein.
la probabilité que le mouvement brownien reste longtemps dans une boule de rayon epsilon tend vers 0 quand epsilon tend vers 0. Ça, c'est pas très compliqué. Si on veut vraiment le développement asymptotique de ça, c'est beaucoup plus méchant qu'il n'y paraît, parce qu'il y a une intégrale de 0 à l'infini. Ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Se convaincre que ça tend vers 0 en découpant les intégrales, en coupant les epsilon, est facile. Si l'on veut exactement calculer ce qui se passe, on peut avoir tendance à dire, si on avait une intégrale finie, on voit bien que si f est un support compact, c'est grosso modo, pensez l'indicatrice d'une boule, c'est la probabilité que le brownien reste dans une boule de rayon racine de epsilon. Et ça vous donne un comportement en epsilon à la puissance d sur 2, d étant la dimension, puisque vous avez une densité. Ça, c'est faux. Ce n'est pas la bonne réponse lorsque vous prenez l'intégrale de 0 à l'infini. Bon, mais en tout cas, se convaincre que ceci tend vers 0, bah oui, le mouvement brownien, il ne reste pas en 0. Hein, le temps qu'il passe en 0, ça a un nom en proba, c'est le temps local en 0, et ça reste peu de temps en 0, donc il est la majorité du temps en dehors de 0. Ben, s'il est en dehors de 0, c'est le phénomène de diffusion. Comme l'échelle de diffusion est plus rapide, l'échelle de diffusion, c'est dangereux d'employer ça, mais comme la quantité de diffusion est du racine de epsilon et que c'est beaucoup plus grand que la perturbation, voilà pourquoi la perturbation est tuée par une faible diffusion. On voit bien d'ailleurs que la limite, là, c'est du epsilon carré pour cette limite. C'est lorsque vous avez du epsilon carré que vous commencez à perdre la convergence uniforme vers 0, c'est-à-dire que vous vous rapprochez de la situation où il n'y a pas de diffusion du tout. Donc, le Laplacien a une petite tendance à vous dire que le danger avec l'équation d'Hamilton-Jacobi, c'est d'être piégé en 0. Et j'ai un racine c'est-à-dire de rester dans une boule de rayon epsilon. Et j'ai un racine de epsilon brownien qui, lui, a tendance à beaucoup me pousser. Donc là, j'ai quand même deux effets par rapport à une boule de rayon epsilon. Donc j'ai deux effets opposés, donc ce n'est pas clair. Et de fait, la réponse à la question 1 va dépendre de choses assez sophistiquées, comme nous le verrons la semaine prochaine, et que pour l'instant, je vais me contenter de vous montrer, de faire un petit récapitulatif des résultats. Donc ce que nous verrons la semaine prochaine, c'est sur un exemple. Prenons un exemple et posons-nous la question de moins epsilon Laplacien u epsilon plus gradient u epsilon puissance m plus u epsilon égale j'élimine le background périodique, c'est-à-dire que le background périodique il est constant, ça vaut 0. Et donc la question que je me pose, c'est quand est-ce que u epsilon tend vers 0 uniformément? Bon. Donc, ce qui sera assez facile de comprendre, c'est que si f est positif ou nul, c'est OK. Ça, c'est grosso modo la même démonstration que précédemment. Lorsque le f est positif ou nul, la démonstration que j'ai faite de manière générale pour la première question, je vais le dire ici, c'est que si f est positif ou nul, c'est OK, et c'est la même démonstration que précédemment. Parce qu'on est au-dessus de la solution périodique. On est au-dessus du cadre d'homogénéisation. Donc là, à la limite, on est au-dessus. On a les mêmes estimations a priori, c'est plus compliqué à faire, mais on a les mêmes estimations a priori. Et on est solution de viscosité en dehors de 0 de cette équation-là. Et ça, toujours grâce à la convexité de H bar, ça entraîne sous-solution partout.
Donc c'est exactement la même démonstration. En revanche, dans le cadre de Hamilton-Jacobi, on avait vu que F négatif, ça marchait que F négatif, cela ne marchait jamais, essentiellement jamais. En revanche, si F est négatif, ça va dépendre des F négatifs ou nuls. Donc, grosso modo, ce que l'on va dire, c'est que on verra qu'il existe des classes de F. Je vous donnerai un exemple dans un instant. Mais dans le cas m égale à 2, ça va être relié au signe, au fait que la première valeur propre d'un opérateur de Schrödinger est strictement négative ou pas. Donc, il existe des classes de F pour laquelle la réponse est OK, et en fait, on verra qu'il existe des correcteurs dans ce cas-là. Et que, en général, l'idée, c'est grosso modo, si vous normalisez le F, vous prenez un F négatif, pensez une fonction indicatrice de boule, moins la fonction indicatrice d'une boule. Eh bien, si la boule est toute petite, ça marche. Si la boule est assez grande, ça ne marchera plus. Donc ça, c'est lié absolument à des histoires de première valeur propre. Tout ça en dimension supérieure ou égale à 3. Sinon, il y a d'autres difficultés. Donc, pour F positif ou nul, c'est OK, la limite sera OK, et il existera un correcteur. Donc, c'est tout ça que je vais vous raconter la semaine prochaine. Et là, en général, la limite n'est pas OK. Et donc, bien entendu, il n'existe pas de correcteur. Bon, donc effectivement, on est dans une situation qui est assez proche des équations d'Hamilton-Jacobi. Le tableau général, donc ça c'était l'exemple, mais le tableau général qui est vrai pour toutes ces équations, voilà les faits qu'il me faut établir la semaine prochaine, étant entendu que celui-là, je l'ai déjà démontré en disant que c'était la même démonstration que dans le cas d'équation d'Hamilton-Jacobi. Je vais me concentrer sur l'existence et la non-existence de correcteurs. J'indiquerai rapidement pourquoi la limite, c'est-à-dire que lorsque vous avez correcteur, la limite est vraie. Donc, comment on peut se convaincre que la limite n'est pas vraie dans certaines situations où f est négatif. Voilà un petit panorama de ce qui se passe pour les équations d'Hamilton-Jacobi et variantes. Et la semaine prochaine, j'indiquerai un peu rapidement aussi ce qui se passe pour les équations complètement non linéaires. Quand je dis la semaine prochaine, je vous vois froncer du sourcil. J'avais oublié que je ne serai pas là et pendant 2 semaines et que donc on se reverra pour le dernier cours le vendredi 7 février. Je ne sais pas. 11, 10, 9. 7, parfait, merci. Bon, allez, à bientôt, merci beaucoup.